Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Cinquième Mur, votre émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir le cinéma à travers nos yeux passionnés et remplis d'amour pour lui. J'espère que tout le monde va bien et je suis accompagné de l'équipe. Bien sûr, il y a Ben, bonjour Ben. Salut Thibaut. Jean, bonjour Jean. Salut Thibaut. Charles, bonjour Charles. Coucou Thibaut. Et enfin Marvin, bonjour Marvin. Bonsoir Thibaut. Mais quel relou. Comment vous allez du coup? Ah bah Bah, tranquille et toi hein. Tout va très bien, tout va très... Oula. Ouais, très bien mais très fatigué. Tout le monde dit les mots, tout le monde dit les contas. Exactement. Alors, comment vous avez vécu ce petit mois? Est-ce que vous avez fait des belles découvertes? Oula, alors moi en termes de découverte, qu'est-ce que j'ai découvert? Bah non, on a regardé le Snyder Cut ici. Ah, Ouais. ouais, je crois qu'on est plusieurs à Ah, l'avoir ce qu'on a fait, regardé. Ce petit mois, ouais, je pense qu'on est plusieurs. Ouais. C'était pas mal du tout. Et on verse une petite larme pour la mort du Snyderverse quand même. Hein. Parce que voilà, on est des gros rageux ici. On peut espérer peut-être un retour, mais voilà quoi. Ouais, bon, espérons. Et toi, Jean, du coup? Bah moi peut-être une petite découverte sur Disney+, Suburbicon, réalisé par Georges Clooney. C'est la première fois que je voyais un film réalisé par Georges Clooney, j'étais surpris. Effectivement. C'était vraiment bien. C'était très sombre, mais franchement c'était cool. Ok, très bien. Et toi, Charles, du coup? Pour pas parler de Snyder Cut, parce que Ben l'a fait, mais j'ai adoré. Moi, j'ai regardé, là, c'est récent sur Netflix, c'est les irrégularités de Baker Street. C'est une petite série qui se regarde comme ça, rapido. Ça fait assez enfantin, je trouve, mais c'est cool. C'est super cool à regarder. avec les apprentis, là, c'est ça? En gros, c'est dans Londres, tu sais, Londres industriel, où Oui. c'est un peu la crise et t'as des gens qui vivent dans la rue et il y a un peu des trucs surnaturels qui se passent autour de Sherlock Holmes et de son acolyte Watson, et du coup c'est cool. Ok, très bien. Et toi, Marvin, du coup? Oula, pas mal de choses. J'ai tabassé en même pas 3-4 jours la série Gangs of London qui est vachement sympa avec un des interprètes de Peaky Blinders, un des frères. J'oublie toujours son nom et c'est pas mal, mais c'est ultra violent. Faut aimer quoi, c'est marrant. J'ai aussi fini Westworld, la saison 3, ça faisait un moment, je laissais traîner les 2 derniers épisodes, c'était cool. Et hier soir, je me suis mangé Bad Boys for Life que je laissais traîner aussi depuis un moment, mais Le dernier. ça fait plaisir. Ah ouais, vraiment, il est cool, il est marin. Faudrait que je le regarde quand même. Ouais, c'est rigolo. Vraiment. Enfin, bon, très bien. Et toi, Thibaut? Bah moi ouais pareil, enfin ça va être comme Ben, hein. La dernière claque que j'ai prise c'est à Snyder. En fait ce qui m'a fait vraiment plaisir c'est de voir que bah c'était pas du tout le même film que ce que j'ai pu voir au cinéma la première fois quoi. Avec la Justice League de Joss Whedon. Donc voilà, ça fait plaisir. Enfin Joss Whedon X la Warner quoi, parce que c'était eux aussi qui mettaient un peu des bâtons dans les roues, mais non, ça fait bien plaisir de voir enfin la version de Snyder et je ne suis pas déçu, très clairement. Le Steppenwolf, comment il casse des bouts. Oui, vraiment. Ah, il a un peu Superman plus de gueule aussi, que... Ouais, Superman, moi, Superman aussi, il me alors fait que je le peur. déteste. Ouais. Imagine. C'est vrai que, waouh. Vraiment. C'est... Putain. Enfin bon, du coup voilà, si vous avez l'occasion, jetez-y un œil. Parce que bon, après ça dure quand même 4 heures. Faut avoir le temps. Ouais, c'est 4 heures. Du coup, on n'est pas là pour parler de la Snyder Cut, mais on est là pour parler d'un film hongkongais. Malheureusement, on ne va pas pouvoir introduire avec de musique puisque le film n'en possède pas vraiment. Enfin, de thème principal en tout cas. Ce film, c'est La 36e chambre de Shaolin, qui a été réalisé par, alors là on va s'amuser, Liu Chia-liang. Je suis désolé si j'écorche le nom, hein, bien évidemment. Film qui est sorti... Ah, je crois que c'était pas mal, hein. Oh, bah, c'est gentil, merci. Marvin. Un petit 10 sur 10, hein, je te mets. Film qui du coup raconte l'histoire en fait de Liu Yute, un fils de poissonnier qui vit dans la ville de Canton, et cette ville qui est sous le joug en fait des Mandchous. Et malheureusement la résistance va se faire un peu attraper et il va falloir fuir. Et du coup voilà, on suit l'histoire de Liu Yute qui va finir dans un monastère de Shaolin. Et je ne vous en dis pas plus afin de vous préserver tout de même d'un peu de spoil. Film du coup qui a été réalisé effectivement le 8... pas qui a été réalisé, qui est sorti en France le 8 avril 1981. Donc qui est pas si vieux que ça. On a tous un peu pensé que pourtant il était plus ancien quand on l'a visionné. Mais non, pas du tout.
Et je pense que... Ah oui, et puis au niveau des acteurs, donc bon, on va peut-être pas tous les citer effectivement, Ouais. mais l'acteur principal qui est Chiao Yu Liu, donc qui joue Santé, le héros, qui a aussi un nom Américanisé, ouais. américanisé sous le nom de Gordon Liu, voilà, tout simplement. Un peu plus simple. Exactement. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu résumé le film, on va commencer à attaquer les différents thèmes qu'on a pu découper justement au travers de notre visionnage et qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant effectivement de pouvoir en parler entre nous et de vous proposer ça. Donc à partir de maintenant, il est possible qu'on ait à spoiler une ou deux scènes du film. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez vraiment le voir sans avoir notre avis pour le moment dessus, foncez-y et arrêtez-vous là surtout. Et comme d'habitude, si vous l'avez déjà vu, vous vous en foutez, ou vous voulez juste écouter ce qu'on a à dire, eh bien restez, on y va du coup. Marvin, nous allons commencer avec le thème de la recontextualisation un peu du côté du cinéma du côté hongkongais, puisque comme on l'a dit, effectivement, c'est le premier film hongkongais qu'on va traiter dans l'émission. Donc C'est Marvin, exact. je te laisse la parole. Ah bon, c'est à moi? Non, je déconne. Du coup, ouais, le cinéma hongkongais, c'est un des 4 mouvements du cinéma chinois et je vais pas rentrer dans les découpages géographiques, régionaux, parce que c'est un peu la cata et je vais laisser le pan historique à Jean qui va s'amuser avec ça. C'est la cata aussi. Du coup, je vais pas trop mouiller là-dessus, mais il faut savoir, et on est beaucoup à pas le savoir dans le groupe, que c'est un des principaux producteurs de cinéma. Enfin, ça l'a été pendant beaucoup de décennies. On peut pas forcément statuer que ce le soit encore dans la décennie 2010-2020. Enfin, en l'occurrence, on est en 2021, donc encore maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça a été pendant très très longtemps le 3e plus grand producteur de cinéma, après le cinéma hollywoodien évidemment, et le cinéma bollywoodien. Donc c'est quand même pas mal étonnant, et ils ont commencé très très tôt, hein. De 1909 à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu environ 500 films de produits. Malheureusement, vu qu'il y a eu un conflit sino-japonais pour la gouvernance du coup d'Hong Kong, qui appartenait aux Britanniques à l'origine, je vais pas refaire l'histoire, hein, comme je l'ai dit avant, ça serait trop de détails à donner. Mais du coup, ils se sont amusés à fondre en fait toutes ces pellicules, parce que pourquoi pas gâcher tout un héritage culturel pour se taper dessus, c'est une très bonne idée. Du coup, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque, hein, et du coup, on a retrouvé que de 1909 à du coup la Seconde Guerre mondiale, la fin du coup, 4 films sur 500, ce qui est quand même effarant. Ça fait un peu peur, mais c'est dommage d'ailleurs. Et après, du coup, il y a pas mal de faits établis. On sait que du coup, les premiers films du coup hongkongais étaient inspirés de l'opéra chinois, hein, vu que c'était un art qui était important là-bas et qui se faisait. Malgré tout, on sait aussi que le cinéma hongkongais avait beaucoup plus liberté que d'autres cinémas dans les régions autres de la Chine. Typiquement, le cinéma de la Chine continentale ou de Taïwan ou Singapour avait un peu moins de liberté du coup dans son cinéma, tout simplement. Après, je vais pas rentrer du coup dans plus de détails que ça, je pense, mais il y a eu, et on le sait beaucoup avec du coup l'avènement de Bruce Lee dans les années 70, une montée en puissance du coup du cinéma hongkongais qui a aussi donné par ça du coup un rayonnement au cinéma asiatique en général, hein, qui a poussé beaucoup de maisons de production, soit en Asie, soit aux États-Unis, du coup à produire des films sur le terrain du coup là-bas. Ça a donné du coup l'âge d'or du cinéma de Corée du Sud en 1990 et au début des années 2000. On a d'ailleurs parlé d'un de ces films dans un podcast, Memories of Murder. Allez l'écouter hein, si vous l'avez pas fait encore. Et du coup, moi, ce que je retiens personnellement, ce qui sera sûrement un peu plus marrant à écouter, c'est du coup Bruce Lee. Moi, j'ai baigné là-dedans quand j'étais petit. Je trouvais ça incroyable. Le regarder mettre des tatanes à tout le monde, c'était cool. Je me souviens pas forcément des scénarios des films, même si en grandissant, je les ai revus un peu plus quand même. Mais du Big Boss de 71, du coup. Au jeu de la mort, que je croyais qu'il avait fini, mais qu'il a pas fini, hein, vu qu'il est décédé avant. Après, ils ont fait des recoupes, des rushs et tout ça pour le finir, que je trouvais ouf aussi. Bah, moi, je vous les conseille. Hein. Et je pense que j'ai fait le tour. Thibaut, qu'est-ce que t'en as à dire, toi Oui, bah moi je suis plus arrivé après au niveau du cinéma hongkongais. Effectivement, j'ai commencé moi avec Jackie Chan, forcément. Je l'ai découvert avec le dessin animé, comme beaucoup de monde, et puis, enfin, de ma génération en tout cas. Et du coup, je me suis intéressé au personnage parce que vraiment, je trouvais cet homme incroyable. Donc, avec les différents films comme Le Chinois ou Le Flic de Hong Kong, enfin, ce genre de choses qui sont des films. Enfin, si vous aimez Jackie Chan, l'humour et les arts martiaux, allez les voir. C'est ce qui a fait que Jackie Chan est Jackie Chan, vraiment. Et puis, je trouve que c'est toujours bien de pouvoir se replonger justement là-dedans. Et suite à ça, je me suis un peu plus intéressé effectivement au cinéma hongkongais et j'ai pu découvrir donc bon Bruce Lee forcément, mais aussi Jet Li qui lui est encore arrivé un peu après.
avec Il était une fois en Chine, Le baiser mortel du dragon, Roméo doit mourir. Enfin, il en a fait pareil, des tonnes et des tonnes lui aussi. Mais plus récent et tout aussi bon. Et bon, aussi forcément un peu moins comique que Jackie Chan. On est plus vraiment dans l'aspect artistique des arts martiaux, mais ça reste tout aussi impressionnant à voir, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du côté cinéma hongkongais. Il y avait beaucoup d'informations tout de même. Oui, Et, c'est vrai. J'essaie de faire court quand même, mais bon. Oui, non, mais de toute manière, c'est compliqué de faire court puisque c'est toujours quand même une très grosse histoire derrière tout ça. Maintenant, Jean, est-ce que tu veux bien nous parler justement un peu du contexte historique Bien sûr. du film, pardon. Alors, le contexte historique du film, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le bain, il faut savoir qu'il y a vraiment eu une attaque des Mandchous, qui était un petit peuple à la base de nomades, qui en fait ont décidé un beau jour de conquérir toute la Chine. Et donc, c'était en 1618, de 1618 à 1642. Donc jusque-là, pas de problème. On est tous d'accord que tout va bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film historique du coup ? On peut dire que c'est un film historique. Pour l'instant, c'est un film historique. Donc, à un moment, désolé, c'est un petit spoiler, mais le héros Sandé crée une arme. Il crée un bâton qui peut se casser en 3 parties. Ce qu'on appelle un Sansetsukon, pardon. Et donc ça, c'est une arme qui a vraiment existé. On a retrouvé des traces écrites de cette arme dans un livre, un très vieux livre qui s'appelle Chronique des 3 royaumes, et qui retrace un petit peu toute cette période un peu compliquée en Chine où il y a eu plein de guerres. En fait, ça date du 3e siècle. Donc bon, c'est pas tout à fait au même moment. Un peu plus vieux. Bon. Voilà. Après, bon, on se dit, c'est pas très grave. Ça se trouve, il y a vraiment un moine Shaolin qui a inventé cette arme. Bah non, c'est raté parce qu'en fait, le monastère Shaolin, lui, il est fondé au 5e siècle. Donc, c'est pas du tout au même endroit, mais au même moment non plus. Bon, ça, c'est pas très grave encore. On peut se dire que c'est pour les joies, c'est pour le scénario. Puis en même temps, Sunday, il est vraiment cool. Puis il faut dire aussi que c'est un surhomme. Il faut dire que c'est un surhomme parce que le mec se fait blesser pendant sa fuite et se rend au temple Shaolin. Et donc le temple Shaolin, je me suis dit, putain, ça doit être quand même un petit peu loin, mais pas des masses non plus de cantons. Bah, en fait, raté, c'est à plus de 1550 km, donc il y a à peu près 350 heures de marche et 1500 mètres de dénivelé. Voilà, le mec fait tout ça à pied avec une énorme plaie dans la jambe, tout va bien. Donc voilà, c'est vraiment le boss, hein, Sandé quand même. On l'appelle Sonic. C'est vraiment Sonic. Et voilà, c'est un petit peu près tout ce qu'il y a côté historique autour de ce film, parce que sinon ça commençait à devenir un petit peu trop compliqué. Et du coup, tu nous confirmes effectivement l'existence de ce temple Shaolin dans lequel Sandé se dirige, quoi. Alors oui, il y a bien eu un temple Shaolin. Alors il y en a même eu 2, et je pense que celui où Sandé est allé est le 2e, mais lui il a été détruit, donc on n'a pas vraiment de traces précises de là où il était, ni même de quand est-ce qu'il a été détruit. Donc, ouais, mais c'est moins marrant du coup. c'est moins marrant. Voilà. On va s'en tenir à la première version du coup. Voilà. Ouais. Il a vraiment fait 1500 bornes. Calme. Et c'est ce qu'ils nous disent nos darons africains quand ils nous disent qu'ils étaient à l'école. C'est ça. Je courais 14 km sous la neige avec une chaussure. C'est la même. Et du coup, après avoir franchi ces 1500 km pour arriver au temple, il découvre le kung-fu Shaolin. Et pour ça, Charles va pouvoir vous en parler car c'est lui le maître ici. C'est moi le maître du kung-fu. Le sifu, Charles le sifu. Pour recontextualiser, du coup, historiquement, en fait, le kung-fu, c'est pas Shaolin. Du coup, ça a été inventé dans un monastère bouddhiste, mais ça a été un peu, entre guillemets, démocratisé, donc à partir du 5e siècle, par les moines Shaolin de ce temple-là. On n'a pas exactement les dates de création du kung-fu, parce que c'est assez vague et ça n'a pas encore été prouvé. Mais le kung-fu, en fait, a été démocratisé donc, dans ce temple-là. Il faut savoir donc qu'on a 2 types de kung-fu. Donc on a le kung-fu donc renforcement interne,
donc le kung-fu interne, et le renforcement musculaire, donc le renforcement physique. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est dépeint parfaitement dans le film, parce que au début, on le voit traverser, toute cette campagne pour rejoindre le temple. Il arrive à la dernière chambre, on lui dit qu'il n'a pas le droit d'aller dans cette chambre. Je vais rentrer un peu trop dans le spoil, là, faut que je me calme. Ouais, non, mais ça va. Et en fait, on voit par son parcours dans ce monastère qu'il doit passer par différentes étapes de renforcement physique, donc certaines chambres qui sont la pratique d'arts martiaux pour renforcement musculaire, mais il y a aussi des chambres où il a le renforcement mental, je pense particulièrement au moment où il doit passer les rondins. Ce moment où en fait on pense que c'est des capacités physiques qu'il lui faut et finalement en fait il use de son cerveau et il comprend avec toute sa sagesse que pour passer ses rondins il faut qu'il soit en fait plus léger que le cours d'eau, plus habile que la corde qui tient les rondins, donc voilà. Il faut savoir qu'ils l'ont vraiment fait à l'époque. Et il disait que c'était hyper dangereux Gordon Liu parce que tu pouvais prendre du coup la bûche en pleine tronche si tu te loupais. Du coup, effectivement, donc t'as parlé d'entraînement intérieur et donc bon, le kung-fu c'est pas seulement des arts martiaux, c'est aussi une façon de penser, une façon de vivre. Et pour ça, Ben, tu vas être plus à même de nous en parler. Ouais, carrément. Parce que du coup, quand on regarde le film d'un œil, on va dire, d'un œil qui s'en fout, voilà, on va dire ça comme ça, on se dit que c'est juste un film de baston et qu'on voit des gens se tataner tout le long et que c'est super drôle, quoi. Mais au final, en fait, c'est l'emphase qui est vraiment faite sur la 36e chambre, du coup, la chambre suprême de base. C'est vraiment tout ce qui est autour du bouddhisme. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand Santé, il va vouloir rentrer quand on va lui demander justement dans quelle chambre, par quelle chambre il va vouloir commencer pour faire son enseignement d'arts martiaux, il va dire directement par la chambre suprême. Du coup, il va arriver dans cette chambre. Dans cette chambre-là, en fait, il va avoir une espèce de méditation qui est présidée par un grand frère, pendant laquelle ils vont tous réciter le sutra le plus connu du coup du bouddhisme, donc le sutra du cœur. Et le premier qui se trompe, il se fait justement éjecter de la pièce. Donc Santé, il arrive là-dedans et il se dit c'est bizarre, il y a personne qui se tape, quoi. Moi je viens pour du kung-fu et je vois un vieux qui récite un texte, tu vois, c'est chelou, quoi. Et donc il regarde toute cette scène se passer là. Et puis donc tout le monde récite le sutra et puis au final on lui dit et toi Santé, tu l'as récité combien de fois le sutra? Et puis lui, comme un gros con, il dit moi je veux faire du kung-fu, quoi. Donc bon, le grand frère il est pas super content et il lui envoie une vague de ki. Donc voilà, une vague de ki. Donc on se dit déjà là, ouais, ok. Donc les gens ils pèsent un peu, quoi. Tu vois, ils sont pas juste là à réciter des textes, quoi. En fait, ce qui se passe vraiment dans le bouddhisme, c'est que le bouddhisme en fait de base c'est juste la base du kung-fu, quoi. Quand on parle du kung-fu, quand on parle des arts martiaux, on va appeler ça le Budo. Donc le Budo, c'est un mix entre donc Bu qui veut dire stopper les gens, enfin stopper la lutte, et le Do qui va être la connaissance la compréhension de sa propre nature et de son propre esprit, en fait. Et en fait, tout ce qui va être au-delà comme l'a dit Charles par rapport au kung-fu, tout ce qui va être dans ce film là, ça va être juste Santé qui va apprendre à maîtriser son corps et maîtriser son esprit. En fait, tout le film réside autour d'une maîtrise de l'esprit, qui va lui permettre justement de parfaire la puissance de son corps, tout simplement, quoi. Donc ouais, c'est vraiment la conclusion du film, c'est que les arts martiaux, c'est avant tout la culture de la non-violence et la culture de soi-même, quoi. Même si, bon, il est animé par la vengeance, il a quand même fallu qu'il se calme avant de pouvoir perpétrer sa vengeance. Et c'est tout ce que les maîtres d'arts martiaux vont vous dire, c'est la concentration, la respiration, la méditation, ça va être essentiel à la pratique, la technique et le corps, enfin ça vient ensuite, en fait. Donc c'est pour ça que vraiment le film c'est vraiment un accent entier sur le bouddhisme, sur la vacuité, sur le fait que voilà il faille faire le vide avant de pouvoir extérioriser tout ce qu'on a extériorisé, quoi. Mais c'est vrai que c'est sympa de ce point de vue-là, et moi je pensais d'ailleurs que ça allait être finalement tout le film parce qu'on le voit quand même beaucoup apprendre tout le long, et je pensais qu'ils allaient du coup éjecter la partie vengeance combat pour le deuxième volet, ce qui n'est pas le cas, mais après je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, et je pensais qu'ils allaient vraiment rester là-dessus parce que c'était hyper intéressant et j'avais jamais vu ça finalement dans ce cinéma-là, quoi.
Non, parce qu'au final, comme il le dit, Sandy, il reste fidèle à ses valeurs tout le long. Mhm. Il dit, de toute façon, moi, je vais apprendre à me taper pour sortir, et il tabasse, quoi. Bon, au final, ça, c'est un peu détourné, parce qu'au final, la chambre qu'on lui donne, ça va être une chambre qui se réserve à l'extérieur. Voilà, il va apprendre aux gens à se défendre, il va ouvrir, entre parenthèses, des semi-monastères dans tous les sens, mais fondamentalement, il reste fidèle à lui-même. Mais en restant fidèle à lui-même, il s'est quand même ouvert au bouddhisme. Et c'est ce qu'a dit le grand maître quand il est arrivé au monastère, au final, c'est que s'il a réussi à venir ici sur un pied à 15 km, 1500, 1500. C'est 1500 km, excuse-moi, ouais, c'est que quelque part, il avait un peu de Bouddha en lui. Ouais, il était un peu prêt à Ouais, l'accepter, c'est quoi. ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. C'est une belle conclusion à cette partie. C'est vrai. Du coup, voilà, on a pu un peu faire le tour de tous les thèmes qui nous semblaient forts dans le film. Au niveau de l'échelle de méchanceté, je suis pas sûr vraiment qu'on puisse en faire une, puisque c'est un film vraiment qui pousse à l'introspection, à la réflexion de soi-même. Oui, Marvin. Échelle d'harmonie. Après, il y a un petit méchant, quoi, mais il se fait très très vite soulever à la fin. Donc... C'est pour ça, c'est pas forcément très utile de s'y attarder, quoi. Ouais, non, je pense qu'on peut la skip. Mais du coup, par contre, si vous voulez rajouter quelque chose, écoutez... Ah bah les avis de tout le monde, hein. Moi j'aimerais bien voir vos avis, messieurs. Oui. Je vais peut-être commencer, Allez, alors, vas-y, du coup. on t'écoute. De base, ça faisait super longtemps que je connaissais ce film-là, par rapport à un groupe de rap. Voilà, ce qui n'a absolument rien à voir. Du coup, avec du coup, le Wu-Tang Clan, du coup, qui est un groupe de rap américain, c'est connu, et qui avait fait tourner quasiment tout leur nom d'album autour de cette série de films-là. Donc, il y avait les 36 chambres de Wu-Tang, donc là, pour la 36e chambre. Il va y avoir 8 diagrammes aussi pour les 8 diagrammes du Wu-Lang et tout ça. Et à partir de là, je me suis dit, putain... je comprenais pas d'où venait cette inspiration, on a commencé à regarder tout ça, et à partir de là, on s'est ouvert à Jackie Chan, à Bruce Lee, à Jet Li, à tout ce monde de tatanes supersoniques. Donc du coup, ouais, c'est une grosse partie de mon enfance, donc moi je suis obligé d'apprécier, voilà, tout simplement. Excellent. Et toi, Jean, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup ? Alors moi je connaissais pas vraiment, à part les films de Jackie Chan. Mais du coup j'étais vraiment surpris de découvrir le monde du kung-fu avec où ça se met des patates et après ça se dit non mais c'est pas bien de se mettre des patates, mais tout en se mettant des patates. Et, c'est des films solides par des mecs solides, donc c'est validé. Incroyable. Et toi, Charles, qu'est-ce que t'en as pensé ? Pour rien cacher, au début j'avais peur, hein, parce que les sting, ping, sting, ping, ça faisait super peur, et du coup je me suis dit, oula, si c'est comme ça tout le long du film, ça va vite me démoraliser. Et finalement, en fait, j'ai mis de côté ça, et les chorégraphies, comme il y a un art derrière et que l'acteur principal a été formé à Star, il fait des chorégraphies, et ces chorégraphies sont assez bien orchestrées, ça m'a donné envie de le regarder, et j'ai bien apprécié... en long, en large, et puis après avec les recherches en travers. Incroyable. Excellent ça. C'est beau. Et toi, Marvin, du coup ? Souple. Moi j'aimais déjà beaucoup le cinéma de Tatane, et comme je le disais tout à l'heure, j'étais assez déçu que du coup la première grosseur même, ça se tatane pas des masses, parce que moi j'étais comme lui, hein, comme Gordon Liu, moi j'arrivais, je voulais voir des gens se tataner, quoi, pas réciter des trucs, tu vois, je voulais les voir se tabasser. Et finalement c'est malgré tout hyper intéressant, parce que ça montre vraiment un autre aspect, tout ce qu'a expliqué du coup Charles, et tout ce qu'a expliqué aussi Ben, c'est vraiment pas mal, parce que moi aussi j'ai grandi avec ça comme Ben, moi enfin en l'occurrence les Bruce Lee, hein, j'avais vu une grande partie de ceux que j'ai cités tout à l'heure, à de nombreuses reprises, hein. J'avais le coffret VHS et tout ça, et je trouvais ça incroyable, quoi, à l'époque. Mais bon, après Bruce Lee, lui, c'était un peu plus radical, même si j'ai pas souvenir qu'il tuait forcément. Je crois qu'il y a un ou des films où il tuait, et c'est ce qui m'a fait du coup rapprocher le film qu'on a vu de ça, parce que moi je pensais vraiment qu'au final Bruce Lee c'était plus récent que la 36e chambre, alors que c'est l'inverse. C'est incroyable. Mais du coup, ouais, super intéressant, ça m'a montré un autre aspect, ça m'a donné envie du coup de regarder la suite de cette trilogie, donc c'était cool. Et toi, Thibaut, qu'en as-tu pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. De toute manière, les films généralement d'arts martiaux, moi, ça me donne envie de m'enfermer dans un dojo pendant des années et des années pour m'entraîner et faire mes katas de karaté dans tous les sens. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Et comme vous l'avez souligné, il y a toute cette phase de préparation, d'entraînement en fait, qui
dure quand même assez longtemps, hein, une bonne heure durant tout le film, qui est super intéressante je trouve, et en ayant vu maintenant d'autres films, enfin ayant un peu une connaissance des autres films, je découvre que c'est tout aussi intéressant en fait que toutes les scènes en fait où on peut le voir se battre, enfin on voit ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est devenu, et que bon effectivement comme vous dites, il a toujours son étoile au bout du chemin, hein, comme certaines disent. Mais Oh, ça fait longtemps, j'aime trop ce terme. mais voilà, il y a toute cette Ça me manque. transformation qui a été opérée et qui fait que finalement, bah, c'est devenu un vrai moine, fidèle quand même à son mantra, et je trouve ça vraiment beau, quoi. C'est vrai. C'est toi qui es beau, Thibaut. Ça sera coupé, ça. Du coup, voilà, vous l'aurez compris, hein, ce film nous a tous beaucoup plu. Ça nous a un peu replongé un peu plus en enfance pour certains. Juste avant de vous dire au revoir, il faut vous rappeler que nous avons des réseaux sociaux. Oh là là, les réseaux sociaux. Les réseaux quoi. sociaux. Ben, qu'est-ce qu'on a comme réseau social? Eh bah écoutez, on a un Instagram sur lequel on est plutôt actifs les gars, n'est-ce pas? On a un Twitter bien entendu parce que c'est la hype et qu'on aime la hype. Et on a un Facebook aussi pour les boomers. Oh là là, non. Ouais, mais Il a rien disez dit. les termes, disez les termes un peu. Dites les termes. C'est Ça bon. sera bipé. Terrible. Non, mais bien, on a tous les réseaux, Partout, on est partout. ça fait toujours plaisir un petit peu d'interaction, donc ça ferait plaisir Oui. que vous y soyez quoi. Exactement, et n'hésitez oui. pas justement à nous parler, on est là pour vous répondre, vraiment, c'est de l'échange avant tout. Du coup, en attendant le mois prochain, on vous fait des bisous, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de regarder des films. Bisous. À plus. Bisous.